Ce son vous rappelle-t-il quelque chose? Si c'est le cas, alors vous étiez sûrement un adolescent ou un adulte au début des années 2000. Car vous l'avez reconnu, c'est la sonnerie du Nokia 3310. Aujourd'hui, nous avons tous des téléphones portables, des iPhones, des Samsung, des Huawei. Mais il y a 20 ans, les téléphones ressemblaient plutôt à ça. Les marques dominantes étaient alors Motorola, Ericsson ou bien encore Nokia. Et c'est justement de Nokia dont on va parler aujourd'hui. Cette dernière se distingue particulièrement car si le succès de Nokia fut fulgurant, sa chute n'en fut que plus terrible. Mais revenons un peu en arrière. À l'origine, Nokia n'est pas une, mais trois entreprises avec des activités distinctes. Nokia AB, créé en 1865 par l'ingénieur Frédéric Idestam et qui produit de la pâte à papier. Xiaomen Gumi-Tedas, fondé en 1898 par l'industriel Édouard Pollon et confectionnant des chaussures en caoutchouc, société qui rachètera d'ailleurs Nokia AB en 1918. Et la société spécialisée dans les câbles Xiaomen Cap-Elite-Tedas, créée en 1912, qui fut rachetée par Édouard Pollon en 1922. Il faudra attendre 1967 pour que les trois entreprises fusionnent et donnent naissance au groupe que nous connaissons aujourd'hui, Nokia, transformant ainsi trois entreprises régionales en un important conglomérat qui se développera rapidement et fera la fierté de la Finlande à l'international. À partir de 1967, la croissance de Nokia s'accélère. Le marché finlandais devenant trop étroit pour l'entreprise, elle commence à internationaliser ses activités et à se diversifier dans l'électronique. Dans cette logique d'internationalisation, Nokia déplace son siège social en 1977 à Helsinki, capitale de la Finlande. En plus de continuer ses activités historiques, le groupe se diversifie vers de nouveaux secteurs. Ainsi, dans les années 70, l'entreprise commence à produire des téléviseurs. Elle réussit même à s'octroyer la place de troisième producteur mondial au début des années 80. Fort de ses succès, Nokia entame alors une véritable mue vers le secteur de l'électronique. Elle rachète des entreprises, lance de nouveaux produits comme des ordinateurs et des téléphones fixes, et surtout, se développe sur le marché de la télécommunication. Ce choix sera à l'origine du succès de Nokia, appuyé dans les années 80 par plusieurs facteurs, confortant son changement de stratégie. Le premier facteur déterminant est le développement des nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication au cours de la deuxième partie du XXe siècle. Ce que le penseur Jeremy Rifkin qualifie de troisième révolution industrielle. Ainsi se succèdent le premier appel téléphonique sans fil effectué en 1973, suivi du premier ordinateur personnel créé par IBM en 1981 et l'invention du CD par Sony et Philips en 1980. Le second facteur vient de la libéralisation des marchés des télécoms dans le monde, notamment en Europe et aux États-Unis, mettant fin aux monopoles nationaux par des entreprises d'État et ouvrant de nouveaux marchés. Par exemple, aux États-Unis, l'entreprise AT&T avait un monopole complet sur la télécommunication, notamment la téléphonie et la télévision par câble. Idem en France avec France Télécom. Nokia peut ainsi se lancer dans de nombreux pays et non plus se limiter à la Finlande et aux pays nordiques pour la téléphonie. Enfin, la mise en place en 1991 du GSM, Global System for Mobile Communication, conforte Nokia dans sa stratégie. Le GSM est un standard de réseau de téléphonie mobile qui établira les normes pour la deuxième génération, la 2G, dans le secteur de la téléphonie européenne et favorisera la concurrence. D'ailleurs, le premier pays à avoir mis en place le GSM est la Finlande. Grâce aux équipements fournis par Nokia, le premier appel GSM au monde est effectué par le Premier ministre finlandais de l'époque. Et peu de temps après, de nombreux pays européens passent commande auprès du constructeur finlandais pour la construction du réseau GSM. Ces différents facteurs vont créer un environnement propice au rapide développement de la division télécommunications de Nokia durant la décennie 90. Même si les télécommunications est le premier secteur qui a véritablement réussi à Nokia, l'entreprise est aujourd'hui mondialement connue pour ses téléphones portables. À la fin des années 80, Nokia s'associe avec l'entreprise Salora Oy pour créer une co-entreprise Mobira, marque sous laquelle seront vendus leurs premiers téléphones portables. De cette co-entreprise naîtra leur premier téléphone mobile en 1987, le Nokia Mobira Cityman. Son succès est tel qu'il permet à Nokia de détenir 13,5% du marché mondial des téléphones portables, accédant ainsi au groupe très fermé des constructeurs aux côtés de Motorola et d'Ericsson, et lançant ainsi l'aventure Nokia dans les téléphones mobiles. Pour l'anecdote, le téléphone est surnommé Gorba en Finlande car il fut utilisé par Mikhail Gorbatchev, alors président de l'Union soviétique, pour passer un appel avec son ministre des communications basé à Moscou. Хорошо. Ну, до встречи в Москве.
La fin de la décennie 80 et le début des années 90 marquent donc un tournant dans l'histoire de Nokia. À la fin des années 80, Nokia est toujours un conglomérat rassemblant des activités très diverses. L'entreprise produit entre autres des bottes en caoutchouc, des téléviseurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs et même des pneus. Cependant, cette diversification a un coût, nombre des produits proposés par l'entreprise ne sont pas rentables et le groupe rencontre des difficultés à financer toutes ses activités. Qui plus est, celles en forte croissance que sont les téléviseurs, la télécommunication et les téléphones mobiles sont fortement attaqués par la concurrence étrangère. Un deuxième défi que doit relever l'entreprise est la chute de l'URSS, alors important partenaire économique de la Finlande et donc de Nokia. Si bien qu'en 1992, le groupe affiche une perte de 1 milliard de dollars, ce qui entraînera le renvoi du PDG de l'époque, Simo Vuoriletto, et la nomination de Jorma Ollila, alors directeur de la division téléphonie mobile, pour le remplacer. Ce nouveau PDG propose au conseil d'administration une stratégie audacieuse. Abandonner les activités historiques et réorienter complètement le groupe vers les activités de téléphonie mobile. Et la stratégie marche. Forte de son expérience passée, du lancement de la GSM, de la libéralisation des marchés des télécoms et de la demande des téléphones en pleine croissance, Nokia affiche une croissance à 2 chiffres durant les années 90. Elle rivalise désormais avec les leaders de l'époque que sont Motorola et Ericsson. Ainsi, en 1992, le groupe sortira le Nokia 1011, le premier téléphone produit à grande échelle équipé de la norme GSM et un des premiers téléphones portables à pouvoir envoyer et recevoir des SMS. Nokia. It remembers because it's human to forget. Maria? Nokia. Connecting people. En 1996, l'entreprise sort le Nokia 9000 Communicator, pouvant s'ouvrir en deux avec d'un côté une partie écran et d'un autre une partie clavier. Il constitue une petite révolution technologique pour l'époque, puisqu'il pouvait naviguer sur Internet et proposer des fonctionnalités comme un agenda et même un carnet d'adresses. En 1998, Nokia devient le premier constructeur mondial de téléphones en dépassant Motorola et fabriqua la même année son 100 millionième téléphone. L'année suivante, l'entreprise devient la première capitalisation d'Europe et la 10e mondiale, avec une valeur boursière quasiment égale à 2 fois le PIB de la Finlande. La première moitié des années 2000 seront les plus belles années pour Nokia. Le nombre de téléphones mobiles en usage passe de 11 millions en 90 à 50 millions en 95 à plus de 730 millions en 2000 pour finalement dépasser le milliard 2 années plus tard. Cette forte croissance du marché bénéficie aux constructeurs finlandais dont les ventes passent de 130 millions de téléphones en 2000 pour un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros à 470 millions en 2008 pour un chiffre d'affaires de 51 milliards d'euros. Ainsi, du début des années 2000 jusqu'en 2008, Nokia est sur le toit du monde, poussé par la demande de plus en plus importante des consommateurs. Il faut aussi comprendre l'impact de Nokia sur l'économie finlandaise. Au cours de la deuxième partie des années 90, l'économie du pays affiche un taux de croissance moyen du PIB à 4,5%. Ce taux de croissance s'explique en partie par la reprise économique qui suivit la récession finlandaise après la chute de l'URSS, mais une autre raison est tout simplement le développement de Nokia. En 1995, la part de Nokia dans le PIB finlandais n'était que de 1%, mais 5 années plus tard, en 2000, cette part avait quadruplé pour atteindre 4%. Et ici on considère seulement la part directe de l'entreprise dans le PIB, et non pas son impact indirect grâce à tous les sous-traitants qui travaillaient pour le groupe. En 2000, la part de l'entreprise dans la croissance du PIB finlandais s'élevait à 2,5%, tandis que la croissance totale atteignait 5%, Nokia représentant à elle seule la moitié de la croissance de l'économie finlandaise. Voici quelques chiffres fous sur Nokia en Finlande. En 2000, Nokia représente 70% de la capitalisation boursière de la bourse d'Helsinki, capitalisation égale à 2 fois le PIB du pays, 21% du total de l'impôt sur les sociétés payées, 20% des exportations du pays, 55% du nombre total de demandes de déposition de brevets. Mais le rêve doré de Nokia commence à prendre fin en 2007 avec la sortie du tout premier iPhone. Si le succès de Nokia a été fulgurant, sa chute fut encore plus terrible, car alors que l'entreprise détenait presque 50% du marché des téléphones mobiles en 2007, elle en représentait moins de 5% en 2012. Dès l'année 2008, le constructeur finlandais commence à perdre des parts de marché au profit de ses concurrents. 4 ans plus tard, en 2012, le coréen Samsung dépasse le groupe en devenant le premier constructeur mondial de téléphones.
et le glas sonne pour Nokia en 2013 avec la vente de sa division téléphone mobile à Microsoft, marquant la fin de l'épopée Nokia dans les téléphones mobiles. Alors, qu'est-ce qui explique le rapide déclin d'une entreprise autrefois si dominante sur le marché ? En 2007, Apple, alors connu pour ses ordinateurs Macintosh et ses iPods, sort l'iPhone, le premier téléphone tactile au monde à rencontrer un succès planétaire. Comparé à Apple et ses nouveaux concurrents, Nokia observe une stratégie différente qui consiste à produire le maximum de téléphones non différenciés et à bas coût. Si cette stratégie s'est révélée gagnante lors de l'émergence du marché permettant à un maximum de personnes d'être équipées de téléphones mobiles, elle ne correspondait plus aux nouvelles attentes des utilisateurs et n'était plus adaptée aux besoins du marché. La deuxième erreur était d'avoir sous-estimé l'impact de l'arrivée d'Apple et des autres concurrents sur le marché. Il est aussi intéressant de s'attarder sur la stratégie de vente des deux entreprises. Apple vendait directement aux consommateurs sans passer par un tierce, tandis que Nokia ne vendait pas seulement ses téléphones directement aux consommateurs, B2C, mais passait la plupart du temps par un intermédiaire, les opérateurs B2B2C. Cette collaboration avec les opérateurs ne se limitait pas seulement à la vente, mais touchait également à la production et la personnalisation des téléphones à la demande des opérateurs. Lorsque Nokia était dominant sur le marché, son pouvoir de négociation lui permettait d'imposer ses règles aux opérateurs et constructeurs de composants, ce qui lui permettait d'obtenir ainsi les meilleurs prix et les meilleurs composants. Inversement, lorsque la société commença à perdre des parts de marché, sa force de négociation s'en est retrouvée amoindrie, lui octroyant des accords moins avantageux alors même que Nokia était dans une stratégie de diminution des coûts. Un autre facteur qui a précipité la chute de Nokia est la contrainte du système d'exploitation Symbian. En 2010, ce système d'exploitation équipe alors plus de 300 millions de téléphones, soit près de 40% du marché de l'époque. Cependant, il était très coûteux en ressources humaines et financières et peu adaptable, d'autant plus que les personnes à l'origine de son développement se livraient à une compétition intestine féroce. Avec l'arrivée de l'Android de Google et de l'iOS d'Apple, le système d'exploitation Symbian s'est vite retrouvé dépassé, il n'est d'ailleurs plus utilisé aujourd'hui. Face à la crise qu'est en train de subir Nokia, les actionnaires et en particulier Microsoft décident de faire pression pour changer de PDG. En septembre 2010, Stephen Elop, alors patron d'une filiale de Microsoft, est nommé PDG du groupe. En parallèle, Nokia s'était associé avec Intel et AMD pour développer un nouveau système d'exploitation MeeGo dans le but de remplacer Symbian et de concurrencer l'arrivée d'Android et d'iOS. Cependant, la direction de l'entreprise décide d'opter finalement pour le système d'exploitation Microsoft Windows 7. Cette décision est vécue comme une trahison par les employés finlandais qui voient là une tentative de Microsoft pour mettre la main sur l'entreprise. De plus, ni les consommateurs, ni les opérateurs n'appréciaient l'adoption de ce système d'exploitation et la venue de l'entreprise américaine. The big American investors, they communicated to the Nokia board that things are going so bad. You guys in Finland, you don't know how to run this. There has to be an American at the helm. And then Stephen Elop from Microsoft was found. So there was kind of this CEO problems and turbulence. So Stephen Elop, he really tried, but I think kind of it was too late. And then he made the catastrophic, the failure decision to go with the Microsoft platform, the Windows mobile platform. Ce choix stratégique porte le coup de grâce à la division mobile déjà chancelante de Nokia. En juin 2012, Stephen Elop annonce la suppression de 10 000 emplois au sein du groupe et l'année suivante, Microsoft officialise le rachat de la division Terminaux Mobiles du constructeur finlandais. Une page de l'histoire se tourne pour le groupe. In Finland, this will impact 3,700 employees. À la suite de son déclin sur le marché de la téléphonie mobile, Nokia va entamer une phase de restructuration importante. L'entreprise se réoriente sur le marché des télécommunications en s'appuyant sur sa filiale Nokia Siemens Network. Celle-ci est pleinement acquise par le géant finlandais en 2013 et renommée Nokia Network. Cette filiale devient ainsi le premier actif de l'entreprise et officialise sa volonté stratégique de changement d'activité. Ce rachat s'inscrit dans la longue liste d'investissements et de suppression d'emplois menés par l'entreprise, qui cherche ainsi à s'émanciper de ses anciennes activités de la téléphonie mobile pour se focaliser sur ceux de la télécommunication. En 2015, l'achat de l'entreprise Alcatel-Lucent pour une valeur de 15,6 milliards d'euros marque un tournant dans la stratégie de Nokia. Cette acquisition permet au groupe de doubler de taille et de devenir ainsi un des leaders mondiaux des télécoms.
Parmi les autres faits et gestes notables de cette restructuration, on peut citer notamment la vente de sa filiale de cartographie HERE à un consortium de constructeurs automobiles allemands en 2015 et l'achat en 2017 de l'entreprise finlandaise Contel, une entreprise spécialisée dans la conception de logiciels pour opérateurs téléphoniques pour une valeur de 370 millions de dollars. Pourtant, malgré cette restructuration, comment se fait-il que de nouveaux téléphones Nokia sortent encore sur le marché ? En 2016, d'anciens cadres de Nokia, dont les Français Jean-François Baril et Alain Lejeune, avec l'appui d'une filiale de Foxconn, ont racheté les activités de téléphone mobile à Microsoft pour former HMD Global. Cette entreprise basée en Finlande, en face du siège de Nokia, reste bel et bien indépendante de sa consoeur et travaille sous licence en utilisant la marque Nokia. C'est pour cette raison qu'il existe encore aujourd'hui des téléphones de la marque Nokia. HMD devient ainsi le dernier constructeur majeur des téléphones mobiles en Europe. Aujourd'hui, la page téléphonie mobile est définitivement tournée. Le groupe finlandais a confirmé sa 3e place d'équipementier mondial de la 5G derrière Huawei et l'américain Cisco. The metaverse will open up endless opportunities across consumer, enterprise, and industrial sectors. Digital physical fusion and human augmentation will transform how people interact in a combined physical and digital reality.